Ça va? La digestion se passe bien? Bon, déjà on va commencer cette presse par remercier WooDrive parce que l'organisation d'un événement comme ça, c'est quand même un sacré boulot. Bravo à vous. Voilà. Donc nous, on va vous parler de Reactive Programming, Reactive Platform et d'un framework un peu particulier qu'on utilise chez Canal qui est assez sympa, qui s'appelle Akastream. Je vais essayer ce bidule. Ouais, ça marche. Alors moi, je suis Frédéric Gay, je suis Tech Team Manager. Ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, ça veut dire que je fais de l'architecture et puis je m'occupe d'une équipe de développement. Et moi, je suis Nicolas Peters, je suis lead développeur, lead tech. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ça marche? Ouais, ça marche. Donc nous, on fait des middleware. Donc un middleware, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le site Canal, il est quand même assez compliqué, il y a plein de ressources à manipuler. Et on a des clients, des fronts, plein. Et du coup, le problème qu'on a, c'est qu'on doit en gros simplifier la complexité de ces ressources du SI, les agréger et les présenter de manière simple pour nos clients. Nos clients, c'est typiquement les applications PC de MyCanal ou tout ce qui va être de applications sur les box TVI, parce qu'en fait, c'est des browsers que vous avez dans vos Freebox, etc. Donc en gros, qu'est-ce que fait notre middleware? Alors, il fait tout un tas de trucs. Il fait d'abord toute la partie catalogue avec tous vos listes de programmes que vous avez le droit en fonction de votre abonnement. Il fait toute la gestion du guide des programmes, des EPG, de la recommandation temps réel, pas mal de petites opérations transactionnelles sur les user lists, la consommation, vous délivrez des DRM, parce que tout ça, ça doit être bien évidemment sécurisé, sinon on va avoir des problèmes avec les ayants droit. Voilà, tout ça. Et nous, notre gros problème, c'est ça. Il se trouve qu'en fait, notre consommation, elle est hyper ciblée à 20h45. À 20h45, c'est quoi? En fait, c'est Madame Michu. Alors, toute représentation avec un personnage réel est totalement fortuite. Mais Madame Michu, à 20h45, elle prend sa télécommande frénétiquement et elle va sur MyCanal pour aller regarder le dernier épisode de Twin Peaks. Et en fait, Madame Michu, en France, il y en a plein. Et du coup, ça fait plein de requêtes par seconde sur nos serveurs. Et donc, il y a 3 ans, quand on a refondu notre plateforme, on s'est intéressé au Reactive Platform. Alors, Reactive Platform, alors on a entendu, je suppose, vous avez tous fait plein de confs, on entend RX truc, React machin, etc. On a vu la semaine dernière qu'il y avait React PHP. Pour le coup, c'est assez bien défini ce que c'est que Reactive. Donc ça se résume en 4 points. Reactive, ça doit être responsive. Donc responsive, ça veut dire quoi? C'est que ça doit répondre vite. Et puis quand ça merde, ça doit répondre merde, mais vite. Ça doit être résilient, parce que si on a des pannes, il faut pouvoir gérer ces pannes et donc être distribué. Ça doit être élastique. Alors ça, c'est plutôt cool, parce que si vous êtes dans le cloud et que vous avez qu'un gros pic de charge et que c'est... bref, voilà, ça va vous coûter cher. Et puis, ça doit être message driven, donc communication, asynchrone, non bloquant, tout ça. Et c'est ça qu'on appelle Reactive Programming. Aujourd'hui, la plupart des frameworks dont on entend parler, ils parlent essentiellement de ce dernier point. Et ce qui est important, c'est que sur les 3 autres, il y a pas mal d'ops qui sont concernés par ces points-là et on n'en entend pas toujours parler. Et Reactive, c'est clairement l'ensemble. Alors... ouais, il y a un schmurtz aussi quand même, c'est que tout ça c'est compliqué en fait. Il y a quand même une certaine difficulté à faire de la synchro du non bloquant. Donc faut pas y aller juste pour faire plaisir. Si vous avez 200 utilisateurs qui sont connectés toute la journée, franchement ça sert à rien. Il faut le faire quand vous avez des besoins de scalabilité et de résilience. Clairement, vous serez pas plus rapide. Ça change rien là-dessus. Voilà. Alors, synchrone et non bloquant. Si on s'intéresse un peu à les particules élémentaires de nos applications, on a le thread. Ouais, les animations marchent, c'est cool. Et donc, le thread, qu'est-ce qui se passe? Il va enchaîner des états de running, waiting, enfin plein d'autres états, mais en gros, on va s'intéresser à ces deux-là. Et en gros, ce qui se passe, c'est que running, c'est cool, il utilise du CPU parce qu'il fait du processing, c'est très bien. Mais par contre, dès qu'il va faire de l'IO, il va être en waiting. Et ouais, l'état waiting, en fait, il n'est pas si neutre que ça, en fait. Il consomme des ressources sur la machine.
et de la mémoire, du CPU, enfin il consomme des trucs. Et c'est con puisqu'il attend. Et si on projette ça dans un serveur web, l'IO c'est pas un truc neutre dans un serveur web. Donc si on simplifie un peu le fonctionnement d'un serveur J2E, alors ouais, nous on fait pas de Java, mais on fait des trucs qui tournent sur les JVM. En gros, on a un serveur avec un port ouvert, et puis on a un thread pool avec des threads à l'intérieur. Puis quand il y a des requêtes qui arrivent, on va être sympa, on va filer un thread à chacune de nos requêtes. Et ce thread, il va être un peu marié avec la requête, jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc pendant tout son long, il va enchaîner des étapes de travail et d'attente les unes derrière les autres. Et puis on peut se retrouver dans une situation où en fait notre serveur il attend. Et ces états d'attente dans un serveur web, c'est pas neutre, hein, c'est vraiment un truc, par exemple, si vous travaillez avec des clients qui fonctionnent en 3G ou en 2G, le serveur il peut attendre beaucoup, hein, parce que dès que pour que les requêtes arrivent ou pour que les réponses partent, ça peut en prendre un certain temps. Puis là, il y a Madame Michu qui arrive. Et Madame Michu, il n'y a plus de thread, et on ne peut plus lui répondre. Et là, de rage, elle prend son téléphone et elle annule son abonnement à Canal+. Donc voilà, il faut pas bloquer. Bloquer c'est mal parce que ça bloque nos serveurs et puis alors qu'en fait il ne fait pas grand chose. Globalement, pour régler ces problèmes, il faut faire de l'asynchrone et du non bloquant. Pour ça, les fondations dans le monde Java, encore une fois, c'est Java NIO. Et Java NIO, c'est pas un truc qui vient de sortir, hein. Ça date de version 1.4 du JDK, donc c'est pas tout neuf comme truc. C'est pas hyper simple à implémenter, ça a mis du temps à arriver dans nos frameworks, mais globalement aujourd'hui maintenant c'est là et c'est plutôt bien implémenté, c'est la base de tous les frameworks réactifs qui tournent sur la JVM. Et l'asynchrone non bloquant, c'est un peu pareil. On a plein de patterns et on en a un en tout cas qui est très répandu aujourd'hui, qui est donc l'event loop. Alors l'event loop c'est quoi? Ça va... Chiant ce truc là. L'event loop, en fait, ça va être quoi? Le but, ça va être en fait de modéliser les états de processing sous forme d'événements. Et en gros, ces événements, ils vont être typés, ils vont être utilisables ou en attente. Et puis, on va avoir notre loop qui va en fait tourner, qui va prendre les événements via une phase de sélection et de polling, les événements qui sont prêts, et les distribuer à des worker threads. Et ces worker threads, ils vont travailler tout le temps et ils vont globalement processer ces événements qui sont processables, enregistrer un callback qui va être enregistré sous forme d'événement, puis quand il a fini son traitement, le callback va être appelé et l'événement va pouvoir passer à l'état suivant. Donc ça, c'est cool. Si on pousse ça dans un serveur web, ça nous donne le reactor pattern. Alors vous avez sûrement entendu, c'est la base des trucs comme Node.js, etc. Globalement, ça se présente comment? On retrouve notre serveur web, on a notre event loop, on a notre queue d'événements, et puis quand les requêtes arrivent, on va considérer comme que les requêtes, c'est des événements à traiter, et on va les mettre dans la queue, et puis l'event loop va venir faire son boulot. Dès que la requête sera arrivée, on va pouvoir commencer à la processer, et puis on va la distribuer dans nos threads. Donc ça, c'est bien. Tous nos threads vont pouvoir quasiment tourner en continu, et être tout le temps en état working. Alors oui et non. Parce que, en fait, là, c'est cool, nos serveurs web, ils sont bien implémentés, en fait. Ils utilisent bien de l'asynchrone et du non bloquant pour lire les requêtes et écrire les réponses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, notre code à nous, il est toujours synchrone et bloquant. Et donc, l'écriture sur votre bonne vieille base de données qui met vachement de temps à répondre, elle est toujours là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a fait que déplacer le problème. On a déplacé notre problème de notre thread pool à nos worker threads. Et généralement, dans l'implémentation de ces serveurs web, des worker threads, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns liés généralement au nombre de CPU. Donc, on n'a pas réglé notre problème. Et en tout cas, on n'a pas réglé le problème de Madame Michu. Et pour faire du beau code synchrone, asynchrone et non bloquant, il y a pas mal de problématiques. Et une des solutions, c'est ReactiveStream. Alors ReactiveStream, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une spec qui permet d'implémenter des systèmes de gestion d'événements. Donc c'est une spec qui a été jugée suffisamment intéressante et importante pour que les ingénieurs d'Oracle décident de l'ajouter dans la JDK 9, dans la prochaine JDK. Donc c'est quelque chose d'assez important, mine de rien. Donc comment est-ce que ça se modélise? Ça se modélise de cette manière-là. Donc du coup, en fait, dans une implémentation ReactiveStream, il y a trois principales parties, trois principaux composants. La source, qui a pour vocation de générer des événements.
uniquement générer des événements, le flow, qui est une étape qui va consommer des événements et reproduire un nouvel événement, et le sync, qui va être l'élément qui va consommer l'événement d'une manière terminale et terminer le stream. Alors un stream, comment est-ce que ça se développe? Comment ça se code? Nous, à Canal+, on fait du AK en Scala, mais là je vous ai mis un exemple en Java pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors ça se modélise exactement, ça s'écrit exactement de la même manière que celle que je viens de vous énoncer. C'est-à-dire on commence par créer une source qui est tout en haut, donc là ma source wrap une simple liste. Ensuite on déclare un flow. Donc le flow là c'est une opération de map, donc c'est map au sens fonctionnel du terme, c'est-à-dire que c'est juste une transformation de message. Donc là mon message, on va transformer mon message en soit du vin, soit de la bière. Et ensuite on a une étape de sync qui avait juste pour avoir vocation d'afficher le message. La dernière ligne, la ligne du bas, celle qui est ici, c'est celle qui permet de câbler les différentes parties de mon graphe. Donc il va permet de câbler la source avec le flow et ensuite le sync. Jusqu'à cette partie-là, je suis uniquement déclaratif. Le stream ne tourne toujours pas. C'est juste au moment où j'appelle la méthode run que le stream se met en marche. Alors si jamais il y a des gens dans la salle qui font du Java 8 et qui font de l'API stream de Java 8, ils doivent se dire, en fait c'est la même chose. Pas exactement. Pas exactement. Puisque en Reactive Stream, chacune des parties de mon graphe, de mon stream, sont indépendantes. Elles peuvent aller à la vitesse à laquelle elles le souhaitent et à la vitesse à laquelle elles le peuvent. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, ma source produit 20 messages par seconde, mon flow les transforme, mais mon sync est un peu plus lent, lui, il peut en consommer qu'un message par seconde. Donc là, on sent bien qu'au bout d'un moment, il va y avoir un problème, que les messages vont s'empiler sur la partie du sync et qu'on va partir en out of memory. Que le système va se ralentir, il va consommer toute la mémoire, il va partir complètement en out of memory. Ça, c'est un problème assez connu et c'est un problème identifié dans la partie Reactive Stream, c'est le problème de back pressure. Donc la back pressure, en français, c'est pression arrière, c'est la pression que la source applique sur votre système, c'est la pression qui fait que votre système va casser s'il n'est pas capable de réguler cette pression. Donc ça, c'est un système qui, en Reactive Stream, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour réguler la back pressure. Donc c'est une sorte de flux de contrôle qui permet d'indiquer au au producteur du message que le consommateur ne peut pas suivre. Donc là, dans mon exemple, le sync va indiquer au flow qu'il ne peut pas consommer plus vite, et donc il va lui demander de s'arrêter, d'attendre. Et le flow va ainsi propager cette information via cette petite flèche-là. C'est vraiment un flux de contrôle qui a vocation à ralentir le système. Donc là, dans cet exemple, j'ai parlé de stop and wait. Donc c'est-à-dire que je demande à ralentir. Et en fait, la pression va être rebasculée sur la source. Il y a d'autres stratégies. Il y a des stratégies pour dropper les messages, dropper les nouveaux ou dropper les anciens messages. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire et des cas business. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, mon métier est un peu plus compliqué que des simples flows comme ça. Il ressemble plus à des graphes un peu plus de ce type-là. C'est-à-dire que ça, c'est une modélisation, par exemple, de ce qui pourrait se passer dans un restaurant. Donc, une commande arrive. La commande, donc elle a deux parties, une partie avec de la boisson et une partie avec de la nourriture. C'est soit une pizza, soit un burger. Et ensuite, par la suite, on regroupe les deux parties de la commande pour les rezipper ensemble. Donc là, c'est du zip au sens fonctionnel. On refait un couple, on remet les deux éléments sur le plateau de la personne pour lui donner. Donc c'est des choses qui ressemblent plus à notre code, ça ressemble plus à ce type de problème. Donc ça se modélise comment? En Scala, là, je vous ai mis un exemple en Scala, bien que vous ne fassiez pas de Scala, je pense, ça reste quand même relativement lisible et compréhensible. La première partie, la partie qui est en haut, elle a juste vocation à déclarer les différentes parties du graphe. Donc on retrouve tout en haut un broadcast, qui n'est rien d'autre qu'un flow qui va recevoir un message et propager deux messages en sortie. On retrouve une partition qui a juste vocation, qui est une partie d'un flow qui permet juste de router des messages. On trouve un merge qui est ici, qui a pour vocation à regrouper. Donc ça, c'était la flèche qui était ici. Et pour finir, un zip qui est ici, qui va recréer des couples d'objets.
Donc tout ça, c'est juste la déclaration de mes différents nœuds de mon graphe. Et ensuite, la deuxième partie qui est ici, c'est uniquement la partie où je vais câbler les différents nœuds de mon graphe pour les remettre ensemble. Et donc c'est juste du câblage. Donc ça se lit un petit peu comme un ASCII art. Ça fait un peu documentation en même temps. Je sais pas si... C'est plutôt, une fois qu'on a l'habitude de comprendre que ça, c'est juste une flèche sur mon graphique, sur mon graphe d'avant, ben en fait, on arrive facilement à retrouver, à comprendre comment ce que fait tout le graphe. Donc voilà, donc là je vous ai mis un autre exemple, donc ça c'est en Java. Ça marche aussi, c'est juste un tout petit peu plus long. Là c'est bien, l'écran est grand, on voit bien, mais habituellement c'est un peu plus petit. Voilà. Alors il y a d'autres fonctionnalités un peu plus avancées, il y a d'autres choses, on peut faire d'autres choses. Donc là dans les fonctionnalités avancées, je vous ai parlé de tout ce qui était partition, toutes ces choses-là. Dans les autres fonctionnalités, il y a d'autres fonctionnalités du type les group by qui vont permettre de regrouper des messages entre eux. Ça peut être pratique avant de faire par exemple un insert en base, de bulker des opérations. Vous avez le merge, dont je vous ai déjà parlé, qui permet de regrouper deux streams entre eux. Vous avez d'autres opérations du style des windows, qui vont permettre de calculer des fenêtres glissantes. Par exemple, si vous avez besoin de calculer toutes les minutes, la moyenne des 5 dernières minutes, bah, c'est complètement faisable en ReactiveStream. Il y a tout l'outillage qui est déjà pour faire ce genre de choses. Mais pour moi, la fonctionnalité la plus importante et vraiment la chose la plus importante et la chose qui va vous faire choisir ReactiveStream, c'est la notion de parallélisme. C'est ce qui va vous permettre de régler la pression que vous voulez mettre sur chacune des parties de votre flow. Est-ce que vous voulez paralléliser telle opération parce que vous savez que vous avez un système qui peut gérer plus de requêtes en parallèle? Vous allez pouvoir régler et mettre le curseur comme vous voulez. Au contraire, si vous considérez que cette partie de votre système est trop lente ou vous devez ralentir, eh bien vous pouvez mettre du throughput, c'était du throughput en disant il n'y aura que 2 requêtes par seconde sur cette partie de l'architecture. Alors pour implémenter tout ça, il y a plusieurs frameworks qui existent. Donc moi je vous ai déjà parlé d'Aka, qui existe. Donc Aka est une implémentation en Java et en Scala. Les deux fonctionnent très bien. Il y a des implémentations plus historiques qui est RX Java. Donc RX Java, ils ont sorti une dernière version 2, qui colle complètement à l'API ReactiveStream. Vous avez une implémentation de Vertix, qui est une implémentation d'Eclipse et soutenue par les gens de Red Hat. Et vous avez surtout pour moi, un message assez fort, c'est que Spring, dans sa version 5, donc la dernière version, ont inclus dans le cœur de l'API toutes les notions de ReactiveStream dedans. Donc ce qui va vous permettre de faire vraiment du Reactive directement, rien qu'en prenant les dernières versions de Spring. Et ils sont en train de changer tous les autres produits de Spring pour avoir donc Spring Data pour gérer complètement le Reactive. Alors on vous a mis quelques liens vers des références. Donc à Devoxx, il y avait à peu près 6 ou 7 talks sur Reactive. Ça montre vraiment l'importance que ça a maintenant et c'est le moment de faire du Reactive. Et le dernier lien, c'est un lien sur le blog de Lightbane, qui sont les gens qui font Aka, Play et Scala. Et donc c'est un lien qui parle beaucoup du Reactive et de la partie backpression. Ah, il manque le dernier slide. Ah, il manque le dernier slide. Bon, c'est pas grave. C'était juste pour vous dire merci. Et puis, en gros, 3 trucs à retenir dans la presse. C'est que, Reactive, c'est bien une partie Reactive Programming, asynchrone, etc. Mais c'est bien aussi plein d'autres choses qu'il faut considérer et qui concernent pas mal les ops. Le deuxième truc, c'est que aujourd'hui, c'est prêt pour la prod. C'est pas un truc pour early adopters. Il y a plein de frameworks qui font ça, qui le font bien et qui sont vraiment bien léchés. Et le dernier truc, c'est que quand on associe un pattern reactor avec de la K-Stream, on arrive à servir Madame Michu. Et ça, c'est vachement cool. Voilà. Des questions? Merci. Pourquoi avoir choisi Aka versus d'autres frameworks qui font Reactive? C'est quoi les avantages? Alors pourquoi avoir choisi Aka? Qu'est-ce qu'il parle? Ah si. Alors nous on a choisi Aka parce qu'on fait du Scala, que Aka est nativement, est plus natif avec le Scala, et que la partie réactive de Aka a 2-3 ans d'avance sur le reste. Parce que ça fait 2-3 ans qu'ils le font, et nous quand on a commencé, c'était ce qui nous intéressait. Ouais, puis je rajouterais que Aka en plus a l'intérêt d'être sur un pattern qui est encore plus abstrait par rapport à cette notion d'événement, qui est orienté acteur. Et c'est une approche qui nous permet non seulement de faire du ReactiveStream, mais en plus, la pattern actor a pas mal de choses. Tu vas parler là-dedans. D'autres questions?
Bonjour. Je voulais savoir comment se passait la remontée d'erreurs au sein d'un flow. Alors la montée d'erreur, la gestion des exceptions, ça fait partie des sujets un petit peu compliqués dans la gestion du flow. La gestion des erreurs, soit on décide de la propager et de la ramener jusqu'à la fin et de l'afficher et de la gérer comme on peut. Il y a des systèmes de recover qui permettent de reprendre le flow si on le souhaite. Et après, il y a aussi des systèmes où on peut piloter le flow en récupérant toutes les erreurs à un seul point pour pouvoir les gérer. Il y a des systèmes pour pouvoir rejouer le message et faire ce genre de choses-là. Là, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est vraiment un peu plus advanced. Donc c'est intégré dans le framework C'est intégré dans le framework. Okay. Et puis sinon, il y a une autre approche qui est de le déverser dans un autre flow pour les traiter et faire un processing de ces erreurs d'une autre façon, en fait. Ok, merci. Est-ce que les frameworks fournissent des mécanismes pour distribuer les traitements sur d'autres machines? Alors, c'est moi qui réponds. Pour la partie distribution, sur la partie Reactive Stream, en fait, nous, on fait du Kafka, et donc du coup, c'est notre queue qui nous assure le fait de le sharding. Et donc, j'aurais plutôt tendance à vous orienter sur ce genre de stratégie-là, qui me semble plus facile à gérer et plus facile à comprendre. Alors, ça n'aurait pas été la réponse officielle de l'IBM, parce que AK, par exemple, supporte complètement un système totalement distribué, mais on ne l'a jamais mis en place. Non. La partie Kafka, ça marche super bien, c'est plus facile. Est-ce qu'il y a des métriques qui sont remontées par les frameworks, par exemple pour scaler des parties en temps réel? S'il y a une partie qui est surchargée, on peut décider d'ajouter des machines? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour le moment, j'ai pas vu on n'a pas de métrique. Il n'y a pas de métrique en standard, mais c'est très très facile d'en rajouter. Puisqu'en fait, sur chacune partie du flow, c'est une fonction qu'on passe, et donc c'est facile de rajouter des métriques avec les systèmes de métriques classiques. Et nous, globalement, nos serveurs tournent sur du Play, et en gros, on a un plugin qui est basé sur une librairie qui s'appelle Metrix, qui nous permet en fait de marquer notre code un peu partout, que ce soit un flow ou pas un flow d'ailleurs, et de remonter tout ça dans des collects des Grafana, etc. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a un mécanisme transactionnel qui permet de rollbacker une transaction sur un stream Non, il n'y a pas de mécanisme transactionnel, parce que sur ce genre de système-là, c'est difficile à faire fonctionner, et ce n'est pas forcément la vocation de ce genre de système-là. Si on veut faire de la transaction ou simuler des transactions, il faut penser plus à des procédures de compensation. C'est-à-dire que l'élément à rater, eh bien, on va compenser en faisant l'opération inverse, mais quelque chose de manuel. Ce n'est pas des systèmes qui sont faits pour tourner, qui ne sont pas pensés pour gérer une transaction sur le lot du flow, sur le flux du flow. Ou sinon, sur ce genre de système-là, il faudrait faire du XA et ça ne marche pas. Non, ce ne serait pas une bonne idée. Voilà. Globalement, nous, c'est vrai qu'on n'a pas ces besoins transactionnels. On ne fait pas vraiment de processus je sais pas, bancaire ou de commerce. Ça reste des trucs qui s'accumulent plutôt que du stockage de visualisation ou ce genre de choses. Et la notion de transaction, pour nous, n'a pas forcément d'importance. Si on perd une requête, c'est pas grave, quoi. Mais de toute façon, les solutions de compensation restent plus pérennes. Enfin, en termes de performance, ça sera beaucoup mieux. Du coup, à qui vous choisissez d'offrir votre livre? On ne l'a pas encore, donc pareil, je vais prendre le nom. La gestion d'erreurs. Sur la personne qui a posé la question sur la gestion d'erreurs, parce que c'était une partie dont on n'avait pas parlé.